Informer, éduquer et divertir, ce sont nos missions sur cette émission, mesdames et messieurs. Bonjour, dans cette mission d'éducation, nous abordons une thématique qui va encore vous intéresser. Il s'agit du civisme, c'est-à-dire comment être un bon citoyen dans la société. Une interrogation qui s'impose quand on rencontre dans la ville certains citoyens qui n'ont forcément pas de bonne conduite, qui n'ont pas l'art et la manière de bien se comporter dans la société. Où apprenons-nous à être de bons citoyens? Comment être de bons citoyens et être sûr de respecter évidemment les institutions de la République? Nous en parlons aujourd'hui et voici les profils conviés aux échanges de ce matin. Nous avons appelé des profils super intéressants encore aujourd'hui, comme d'habitude. Je vais appeler en premier lieu Monsieur Guevara Dayou. Il est responsable d'une organisation non gouvernementale. Oui, Monsieur Dayou, venez. Vous allez faire, par ici, vous prenez par ici, voilà. Vous allez faire les débats avec nous, tout nous dire sur comment vous êtes un bon citoyen dans la société. Allez-y, oui, installez-vous. Suivi de Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou. Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou, bonne arrivée, enseignant à la retraite. Nous avons un socio-anthropologue des cultures et sociétés. Il s'agit de Monsieur Maurice Okri Assogba. Vous voyez, donc c'est des sachants qui vont nous dire comment nous devons bien nous comporter dans cette société. C'est là le premier plateau, mesdames et messieurs. En deuxième heure, je vous annonce mes invités. J'aurai Boniek Anagonou, qui est juriste, et également Serge Defodji, qui est spécialiste en éducation. Ce sont là mes invités de cette journée, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous pour les échanges. Vous pouvez contribuer à travers vos messages. Je rejoins mes invités pour démarrer donc notre émission du jour. À tout de suite. Chers invités, bonjour. Vous allez bien? Ça va. Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou? 5-5, pas de problème. Merci. Monsieur Dayou Guevara. Bonjour. Oui, bonjour. On prononce bien, je crois. Très bien. D'accord. Et Maurice Okri Assogba? Oui, bonjour, enchanté. Vous allez bien? Oui. D'accord. Merci d'être avec nous ce matin. Allez, on va y aller. Peut-être je vais commencer par l'enseignant à la retraite, puisque c'est à l'école nous apprend le civisme. Je pense bien. Je ne sais pas si c'est que c'est devenu aujourd'hui, mais je pense que c'est toujours d'actualité qu'on enseigne aux enfants. Alors, qu'est-ce que le civisme concrètement, pour revisiter un peu ces chapitres de ce... C'est oui, pourquoi pas. En tout cas du primaire. Oui, du primaire. Le civisme, la façon la plus simple de définir le civisme, c'est le dévouement que l'individu a pour sa patrie. C'est très important. Le dévouement pour la patrie, ça commence d'abord par le dévouement pour la nation. Dans le cas du Bénin, par exemple, nous avons la nation béninoise. Je suis béninois, j'ai du dévouement pour la nation béninoise. Et à un moment donné, la patrie, c'est-à-dire la mère patrie qui m'a vu naître, c'est le Bénin. Je suis prêt à donner toute ma vie pour cette mère patrie. Et c'est ça le civisme. Évidemment, nous sommes à une époque où civisme vu dans ce sens n'est plus tellement civisme tel que nous le voyons aujourd'hui. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que le Béninois pourra être appelé citoyen. Le citoyen, c'est celui qui il est prêt à respecter toutes les règles de civisme. Et tout à l'heure, dans l'évolution du débat, je vais vous montrer qu'il y a au moins 15 valeurs fondamentales qui sont contenues dans la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin. Et ce sont ces 15 valeurs fondamentales qui doivent faire l'objet de la vie de chaque citoyen. Je donne un exemple très simple. Dites-moi. Il y a par exemple la valeur travail. Vous pensez qu'on peut vivre, être un bon citoyen, respecter le civisme lorsqu'on refuse de travailler, qu'on ne veut pas travailler et qu'on préfère rester chez soi? Je ne sais pas. Ce n'est pas possible.
Donc il y a certaines valeurs qui sont tout simplement incontournables. Et ce sont ces valeurs que nous classons parmi les 15 dont nous parlons. Donc voilà de façon vraiment brève et schématisée ce que j'entends par civisme. C'est la même chose avec le patriotisme. Le patriotisme, évidemment, quand vous êtes en plein dans le civisme, vous vous dévouez à votre patrie, donc vous êtes un patriote. Celui qui n'est pas patriote, un apatride, il est prêt même à vendre son pays pour avoir quelque chose pour lui, ou alors à vendre son pays pour d'autres causes, quitte à ce qu'on tue tous ceux qui sont dans le pays. Donc, le patriotisme, le civisme sont même père, même mère, si on peut le dire comme ça. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sagofano. Monsieur Sogba, Oui. vous percevez le civisme comment? Vous l'appréhendez comment? Ben, mon collègue tout de suite a donné une définition assez exhaustive du civisme. C'est juste que je vais rajouter à sa définition, non pas un dévouement, bon, plus qu'un dévouement pour sa nation, mais aussi un acte concret qu'une personne doit poser pour son pays, pour le développement de son pays. Je veux dire par là simplement que le civisme n'est pas seulement que juridique, n'est pas le simple fait de respecter les droits et devoirs. Non, ça va bien au-delà du civisme. Ça va bien au-delà du droit de jugement. Ce sont des actes sociaux que l'on pose au quotidien pour pouvoir avoir cette cohésion sociale, pour pouvoir avoir cette harmonie sociale, ce développement social. D'accord. C'est à vous maintenant, hein, Monsieur Dayou. Vous qui êtes également dans l'éducation citoyenne, comment vous vous en sortez avec ce mot civisme, être citoyen? D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, bien évidemment, nous avons, je voudrais déjà remercier tout le plateau et les différents profils qui sont ici présents. Et dire que, bien évidemment, quand nous parlons de civisme et d'éducation, il est très important de rappeler que ce n'est pas seulement à l'école qu'on apprend ou on est éduqué. Il y a 3 différents niveaux au cours desquels nous sommes éduqués. Il y a la rue, il y a la maison et il y a bien sûr l'école. Donc, il est très important de savoir qu'il faut fournir tous les efforts possibles, malgré tous les efforts qui sont fournis dans le système éducatif, de ne pas laisser perdre de vue qu'il y a la rue et qu'il y a la maison aussi qui contribue fortement à ce que nous ayons des citoyens qui soient bien éduqués d'un point de vue civique. Et c'est justement fort de cela que des organisations de la société civile comme les nôtres fournissent beaucoup d'efforts en dehors des efforts qui sont fournis dans le système éducatif, de contribuer activement à éduquer nos citoyens, nos jeunes citoyens et nous-mêmes à travers des projets, bien que la majorité des organisations de la société civile embrassent tous les mêmes projets avec presque les mêmes objectifs et presque les mêmes partenaires, avec des noms qui diffèrent par endroit. Oui. Nous contribuons tous justement à fournir cet effort-là pour avoir des citoyens bien éduqués et qui répondent comme cela se doit aux règles civiques qui s'imposent à nous dans le pays. D'accord. La prochaine question était où, quand et comment. Genre, le où vous l'avez évacué. Parce que vous l'avez dit, c'est pas uniquement à l'école, il y a la rue également et les parents après. Le quand et le comment. On l'a éduqué à être de bons citoyens. Oui, on ne peut pas dire qu'il y a un moment spécifique où on doit être éduqué à être un bon citoyen. À tout moment de la vie, nous sommes éduqués à être un bon citoyen. C'est pour ça que j'ai commencé déjà par la maison, parce que les parents ont un rôle très important à jouer dans l'éducation civique de leurs enfants. Et eux-mêmes, parents, doivent pouvoir être des modèles civiques pour leurs enfants. Je donne un tout petit exemple. Si à la maison, par exemple, nous avons des poubelles, nous devons déjà éduquer nos enfants à avoir le réflexe de jeter les ordures et les déchets dans la poubelle. Pas de les jeter n'importe où, pas de les jeter dans la rue. Et donc, ce faisant déjà, si nous éduquons déjà nos enfants à le faire, forcément, à chaque fois que l'enfant se retrouve à avoir un déchet, il sait qu'il faut le conserver et le déposer dans une poubelle. Donc ça, par exemple, c'est déjà un geste très basique. Apprendre à nos enfants à ne pas brûler les feux tricolores. Parce que ce que nous faisons souvent, c'est que quand le policier, l'agent des forces de l'ordre n'est pas là pour réguler la circulation, on regarde à gauche et à droite et on brûle le feu. Mais si nous apprenons déjà très tôt à ne pas brûler les feux tricolores quand nous voulons emmener nos enfants à l'école, et quand nous apprenons aussi à nos enfants à ne pas brûler les feux tricolores, eux aussi vont grandir en ayant déjà ces réflexes-là.
Donc, c'est déjà bien de commencer déjà l'éducation par la maison. Ça, c'est des exemples que je donne. Bien sûr. Ensuite, au niveau de la rue, et c'est là où c'est beaucoup plus complexe. Parce que, ayant reçu différentes éducations, on ne peut pas forcément contrôler le message qui est véhiculé par les uns et par les autres. Et je donne souvent, pour exemple, les différentes chansons qui parfois véhiculent des contes valeurs, qui sont jouées ça et là, parfois même par des parents d'élèves, qui se donnent à cœur joie parce que ça leur fait plaisir d'écouter X ou Y. Et maintenant, quand nous arrivons à l'école, il faut aussi que l'éducateur, qui est un dieu pour l'enfant, je peux vous assurer que quand l'enseignant, l'éducateur dit quelque chose à l'école, bien que parfois ce soit erroné, c'est difficile pour toi, parent, de dire à ton enfant que ça, là, c'est une petite coquille qui s'est glissée dans ce qu'on lui a enseigné et il va te dire jamais que c'est le maître qui l'a dit, c'est l'enseignant qui l'a dit et c'est très difficile de redresser la barre. Donc, il faut aussi que au niveau de l'école, bien qu'il y ait déjà des modules de formation dedans, je crois qu'aujourd'hui on parle d'éducation sociale au primaire. Avant c'était éducation civique et morale, je crois bien, ainsi de suite. Donc ça a évolué dans le temps. Mais bien qu'il y ait ces modules de formation-là, il faut aussi que les enseignants qui se dévouent à l'éducation de nos enfants et de nous-mêmes citoyens puissent aussi apporter leur contribution. Je sais qu'ils apportent déjà beaucoup, mais ils sont en mesure encore d'apporter davantage. Monsieur Achokba, monsieur Dayo a parlé de modèle. Je vous l'avoue, c'est compliqué d'être un modèle. Hein. C'est hyper compliqué. Il a donné également l'exemple des feux tricolores. Mais qui éduque au respect des feux tricolores quand on devient adulte? C'est quand le feu à l'orange, qu'on se presse pour pouvoir circuler. Qui éduque à ça? Est-ce que, en fait, voici la question, est-ce que nous éduquons à ces valeurs? Ou plutôt, nous éduquons plutôt pour que l'enfant grandisse et sauter éduque après? Bien avant de répondre à votre question, je tenais à préciser un concept, quelque chose d'un peu nouveau. Le civisme, c'est un processus. Disons, c'est un idéal type ou un type idéal. C'est quelque chose que nous apprenons toujours tout au long de notre vie jusqu'à ce que nous partons de cette terre. Tout le temps, nous sommes dans cette construction sociale du civisme. D'abord, c'était la petite clarification que je voulais apporter. Pour répondre à votre question, qui éduque en réalité? Le collègue l'a dit tout de suite, c'est tantôt la famille, c'est tantôt la société, c'est tantôt les enseignants. C'est surtout même les enseignants d'abord, c'est ce rôle-là qui est dédié d'abord aux enseignants. Ensuite vient en appui la famille et le reste de la société. Mais lui qui est pressé de brûler le feu, parce qu'il a peut-être une urgence ou il n'a pas juste envie d'attendre, je me dis, fondamentalement, il n'a pas eu le temps ou il n'a pas eu la connaissance nécessaire pour savoir que lorsque le feu est rouge, il faut s'arrêter. C'est de sa faute. On le sait tous. C'est de sa faute. C'est de la faute aussi de la société. La société ne lui a pas inculqué ça, qu'il faut s'arrêter. Parce qu'il a donné un très bon exemple tout à l'heure. Nous sommes parents d'élèves, on est pressés, on prend nos enfants, on va à l'école. Pouf, sur la voie, le feu est rouge, on regarde de gauche à droite, il n'y a pas de policier, et puis on s'en va. L'enfant, quand il grandit avec ça, il voit ses parents le faire. Il le fait. Donc, voilà pourquoi je dis, c'est une construction, d'abord, sociale, du civisme, c'est une construction sociale, et ce n'est pas à l'individu seul qu'il revient d'apprendre tout ce qui est bonne pratique, tout ce qui est... C'est à la société de l'apprendre tout ça. D'accord. Société, maison et également école, monsieur Sagofane. Et vous êtes plus dans le registre école. Disons que nous partons du fait que les parents forment, l'école transforme et la rue déforme. C'est hélas ce que nous vivons aujourd'hui. Tout part de la cellule familiale. L'enfant qui est né ne se retrouve pas dans la rue du jour au lendemain. Il part d'abord de la famille, de ce que les parents lui ont inculqué. Si vous avez un papa qui n'est jamais à la maison, qui ne sait même pas comment l'enfant grandit, c'est maman tout le temps qui est à côté, à un moment donné, maman aussi va au marché, confie l'enfant à une domestique, eh bien, salue les dégâts. Il faut que papa et maman soient là pour inculquer le savoir-vivre, le savoir-être et même le savoir-faire d'une façon ou d'une autre à l'enfant. L'enfant qui a l'âge d'aller à l'école le transforme. Il retrouve dans ce que l'école lui dit, ce que ses parents lui ont toujours dit.
Donc là, c'est confirmé. Mais quand il est dans la rue, vous allez voir, il y a des sociétés où, quand vous voulez traverser la voie, le motocycliste ou bien celui qui est au volant vous a déjà vu, il respecte le piéton que vous êtes, il s'arrête à 10 mètres, 20 mètres de vous et vous passez calmement. Contrairement à d'autres sociétés comme les nôtres, où celui qui est au volant estime que c'est lui qui est prioritaire sur tous les plans et que si vous, piéton, vous ne savez pas faire, il va vous écrabouiller et puis c'est ça. C'est une question d'éducation. C'est là que je dis que c'est la société ou la rue qui déforme tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Donc, la maison, la famille forme. Évidemment, il faut que parents, père et mère soient très, très imbus de cette activité, ce rôle qui est le leur. Parce que si on ne le sait pas, on se dit, bon, l'enfant est déjà né, il y a à manger, non, il y a du riz, il y a ceci. C'est comme s'il suffit de manger pour être un enfant bien éduqué. Maintenant, quand vous l'envoyez à l'école, il faut que l'État, et c'est là que le rôle de l'État est très important, il faut que l'État s'assure que celui qu'il envoie pour former ses citoyens de demain a reçu lui aussi une bonne formation, tant sur le plan de la formation éducationnelle que sur le plan de la formation pédagogique. Parce que vous ne pouvez pas former si vous n'avez rien à offrir à celui que vous voulez former. Il faut que vous ayez quelque chose avant de pouvoir former. C'est pour cela que je dis, nous sommes dans une société où des enfants de 4e, de 5e, en gros c'est des filles de CM2, de 6e, ils n'ont même pas été suffisamment éduqués. Ils n'ont pas encore eu l'éducation nécessaire qu'ils peuvent inculquer à l'enfant qui va naître. Et voilà déjà qui crée leur société. Que va devenir cette société? Encore là, le rôle revient à l'État de tout réguler. Ça donne l'impression que c'est l'État dictateur ou je ne sais pas quoi. Mais on ne peut rien. Omniprésent. Oh, oui, l'État omniprésent, c'est très important. Je ne dis pas que l'État va venir dans vos maisons, voir ce que vous mangez, non. Mais lorsqu'on veut rassurer, d'abord, lorsqu'on veut assurer un futur vraiment meilleur pour le pays où on se trouve, il faut penser à demain. Il faut penser à ses progénitures. Il faut commencer à les formater pour que demain, même quand on aura 90 ans et qu'on ne pourra plus lever la tête, qu'on soit sûr qu'il y a des gens qui prennent vraiment le relais et la relève pour que la société ne soit pas une société de délinquants, de bandits, de je ne sais quoi. Donc c'est vraiment délicat. Et c'est pour cela que je remercie vraiment votre chaîne pour mettre de temps en temps ces genres de débats sur le plateau au profit de la société, parce que ceux qui n'ont même pas le temps d'écouter ce qu'on dit ailleurs, lorsqu'ils seront branchés sur E-Télé, je crois qu'ils vont se dire « Ah, mais c'est vrai ce que les gens là disent. » C'est déjà une école ici dont vous ouvrez les portes, et moi je vous remercie franchement pour ça. Ça nous arrange, nous parents, ça nous arrange, nous enseignants, ça nous arrange, nous responsables, parce que ça nous réduit la tâche, ça nous permet de vivre un peu aisément et de pousser un ouf de soulagement après tant d'années passées au service de la jeunesse qui aujourd'hui semble n'avoir pas d'oreille du tout pour ce qui est rigueur, pour ce qui est éducation, pour ce qui est enseignement. La seule oreille que la jeunesse a, c'est l'Android. Et là, je vous assure... C'est l'imitation du moment qu'il les impose, et les parents semblent aussi dépassés. Les parents sont malheureusement dépassés et les parents vont jusqu'à dire, bon, excusez-moi de dire ça en fond, hein, mais c'est une aberration. Il n'y a pas de Gberounoukou quand l'enfant peut prendre son couteau pour dire, papa, mais si tu branches encore, moi, je te zigouille. Ah bon? Ou bien, papa, on va dire, et Toussaint, tu ne m'as pas donné mon argent aujourd'hui. Mon enfant va me dire, Toussaint, on est en Afrique, on n'est pas en France. Non, on n'est pas en France. C'est vrai. Ce n'est pas notre société, ça. Lorsqu'il sera en France avec des gens qui disent, Charles, Mariette, ça va, maman, mais tu ne m'as pas donné. Là, il va faire ça là-bas. Mais ici, papa, maman, mémé, tata, tanti, grand-maman, c'est ça. Et ça fait partie justement de notre quotidien, de notre vie, de notre équilibre social. D'accord. Merci beaucoup, M. Toussaint. Monsieur Dayu, quelles sont ces valeurs-là que nous devons apprendre concrètement à ceux pour qui nous sommes des éducateurs et des modèles pour qu'une fois dans la société, puissent bien jouer leur rôle de citoyen?
Non, mais il y a des valeurs quand même qui sont très fondamentales et qui sont, je vais dire, primaires. Déjà, le respect des lois qui sont définies et votées dans une république ou dans un pays doit forcément être de premier ordre. Donc, on doit leur apprendre justement ça. Mais pour leur apprendre ça, il faut qu'ils connaissent le contenu de ces lois. Et c'est là, malheureusement, que beaucoup d'entre nous péchons. Parce que bien que nous soyons allés à l'école et qu'une infime partie, parce que si on doit réellement voir le taux d'alphabétisation, on va se rendre compte que beaucoup de nos populations ne sont pas aussi alphabétisées que ça. Mais le peu qui est alphabétisé ne connaît forcément pas tous ses droits et devoirs. Donc c'est déjà là le premier problème que nous avons. Donc même les parents ne connaissent pas leurs droits et devoirs. L'enfant a des droits et des devoirs. Bon, moi je ne vais pas revenir sur le contenu de ces différentes lois, si elles sont adaptées aux réalités africaines ou pas. Mais je vais d'abord sur le principe il y a des lois dans la République et qu'il faut respecter. Maintenant, en dehors de ça, il y a la ponctualité, qui est une valeur fondamentale et primordiale que nous devons inculquer à nos enfants. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un programme d'activité, qu'on a un rendez-vous, on a etc. à 7 heures et que c'est à 9 heures qu'on commence et après, pour commencer, on dit excusez-nous pour le léger retard. Alors que le retard n'est pas léger. Vous connaissez l'heure béninoise? Voilà, donc il n'y a pas d'heure béninoise. Il y a une heure. Et si c'est au Bénin, il y a une heure béninoise. Oui, et nous nous plaisons tous à le dire. Hein. Je crois, c'est pas pour verser dans la polémique, il y a quelques mois, je crois que c'était en 2022, il y avait eu un événement culturel où le premier citoyen du pays est venu à l'heure. Et quand il est venu, il a contrôlé l'heure d'arrivée des gens et il leur disait, mais c'est pas à l'heure là. Et je crois que quand le premier citoyen commence par porter des messages forts comme ça va inciter au fait ses collaborateurs et tout le reste au fait à suivre le pas. Et comme je le dis, c'est pas pour verser dans la polémique, je prends juste ce qui est bien. Et c'est ces exemples-là que moi je cite. Absolument. Absolument. Où est la polémique dans la ponctualité? Bon, c'est une question. Non, la polémique pourrait revenir sur le fait que ce soit l'exemple que j'ai cité. C'est pour ça qu'il disait ça. Ah d'accord, ok, vous pouvez continuer. Voilà. Donc en dehors de ces valeurs-là, le respect de la parole donnée. Donc il y a plein d'autres valeurs que nous pouvons passer toute la journée à citer. Mais moi, je préfère m'en arrêter au respect de la loi, au respect de la ponctualité, le respect de la parole donnée. Voilà ces trois valeurs-là que moi, je peux citer par exemple. Et je crois qu'avec le plateau, on aura encore d'autres valeurs qui sont très bien développées. Oui. Monsieur Assogba, c'est à vous. Je dirais le respect des anciens, le respect de l'âge. Vous savez, en milieu adja, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de royauté en milieu adja. Mais vous savez sur quoi les gens se fondent pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir respecter? Sur l'âge. Le droit d'aînesse. Sur le droit d'aînesse. Une fois que vous arrivez à respecter l'âge, vous arrivez à considérer cet âge, alors on commence à fabriquer de bons citoyens. Tout passe par l'âge, par le respect dû à l'âge. Le citoyen, bon, on a donné plusieurs exemples. L'enfant dans la rue, surtout ici à Cotonou, il vous voit, peu importe votre âge, que vous soyez plus âgé que lui, ce n'est pas son problème, il est capable de vous insulter. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fabrique un bon citoyen? Je dirais naturellement non. La fabrique du citoyen commence aussi par le respect dû à l'âge. Pour moi, c'est l'une des valeurs les plus fondamentales. Il n'y a pas de droit dans nos sociétés traditionnelles, il n'y a pas de droit écrit. Ça n'existe même pas. Mais il y a des normes. Et la première norme, c'est le respect de l'âge. Ok, mais il a parlé également de droit, c'est des voies. Certes, il n'y a pas de droit écrit, vous l'avez précisé tout à l'heure, mais il faudrait qu'on sache ces droits-là. On n'est pas avec, on est forcé de nous l'apprendre en réalité. Oui, bon, nos États hybrides parce qu'il y a une coexistence de droits positifs et puis de nos droits traditionnels. Nos États hybrides ont beaucoup plus jeté leur dévolu sur ce droit positif-là,
sur ce droit positif, ben, nulle part dans le droit, il est écrit que tu dois respecter ton aîné. Nulle part. Hein. Je ne pense pas. Hein. Ben, je pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle le droit d'aînesse. Dans la loi? Je crois. Je ne veux pas dire oui catégorique parce que je commence aussi à douter, mais je vais quand même être un peu réservé. Bon, à moins que quelqu'un vienne me prouver que ça existe, mais bon. On aura un juriste, je vais lui poser la question. Je vais lui poser la question. Dans nos états hybrides, où coexistent tous ces différents types de normes, différents types de lois, de droits, tout ça, l'État a jeté beaucoup plus son dévolu, comme je disais, sur le droit positif. Ben, c'est ce droit positif-là qui, plus ou moins, régule nos comportements en société. Bien sûr. Mais, juste à côté, nous avons nos droits. Nous avons nos normes. Et ces normes ont beaucoup plus de valeur que ce droit positif-là. Le collègue tout à l'heure avait dit, il n'a pas envie de polémiquer sur est-ce que les lois faites ici sont vraiment applicables à la réalité. Cependant, il a jeté le pavé dans la mer en montrant quand même du doigt plus ou moins qu'il y a une certaine inadaptation des droits positifs aux réalités socio-anthropologiques africaines. Donc, c'est juste un peu pour répondre à votre question. D'accord. Monsieur Sango Fanou, qui évalue la citoyenneté de l'autre? D'abord, je vais étayer un peu ce qu'il dit en donnant l'exemple d'une communauté de Igbo au Nigeria. Quel que soit là où vous êtes à une réunion ou bien à une manifestation, quel que soit le tohu-bohu que vous occasionnez, lorsque quelqu'un dit « The elders are coming », tout le monde se tait. Tout le monde se tait et regarde dans la direction de celui qui a dit « The elders are coming ». Ça veut dire quoi? Les aînés arrivent. Ou bien il se lève, il dit, vous faites du chahut par exemple. Au lieu de dire « taisez-vous », il vous dit « Hi, the elders are here ». Les aînés sont ici. Il a suffi de ce mot de « aîné » pour que toute la société, les intellectuels, les analphabètes, les lettrés, tous se conforment au respect de cette attitude qui consiste à garder le silence. C'est pour vous donner l'exemple de notre tradition qui doit continuer de s'imposer dans ce qu'elle a de positif. C'est incontournable d'ailleurs. Aujourd'hui en Chine, aujourd'hui en Corée, enfin pas en Corée, au Vietnam, la tradition est encore totalement ancrée dans la vie, malgré tout ce qu'ils ont comme, au Japon par exemple, malgré tout ce qu'ils ont comme technologie, avancée technologique. Mais le Premier ministre, quand il arrive dans un milieu, il estime qu'il y a parmi eux, parmi ceux qui l'attendent, des aînés à lui, il y a des gens plus âgés que lui, ses parents, alors c'est Oshore Irimashita, il se baisse. Il est Premier ministre coréen, japonais, avec toute la technologie. Mais il y a le respect qu'impose la tradition qui continue de gérer leur vie et ça ne va que pour le mieux. Maintenant, quand vous parlez de la question que vous avez posée par exemple, vous savez, la situation est telle qu'aujourd'hui, le ministère du Travail et de la fonction publique est en train d'élaborer des textes pour ramener dans le système éducatif l'éducation à la citoyenneté. C'est capital, c'est magnifique, c'est le travail qui se fait et qui va peut-être d'ici quelques mois être mis sur le marché parce que le gouvernement et le ministère se sont mis ensemble. Enfin, le gouvernement, à travers ce ministère, a choisi de tout faire pour que depuis la maternelle, on commence à enseigner les valeurs. Et c'est capital. Il n'est pas dit que, bon, maternelle, c'est des enfants, il faut les laisser. Les enfants de la maternelle savent manipuler le portable. De la maternelle, je dis. Alors, pourquoi ne pas attendre, pourquoi vouloir attendre qu'ils soient au primaire ou bien au secondaire avant de dire, bon, maintenant, on va leur enseigner le droit, les valeurs. Les valeurs dont nous parlons. Je vais vous citer rapidement les valeurs qui sont officiellement mises dans les textes béninois. Il y a le premier d'ailleurs qui est incontournable. Si on avait la possibilité de respecter cette valeur jusqu'au bout, on serait tous heureux. C'est l'amour, le tout premier, la toute première valeur. Donc, il y a l'amour. Il y a le sens élevé de responsabilité, il y a le travail, il y a l'abnégation, la justice, la dignité, l'intégrité, la vérité, la solidarité, la paix, la liberté, l'audace, l'excellence et la préservation de la vie. Tout à l'heure, je pourrais mettre la liste à votre disposition parce que c'est incontournable. Les 15 valeurs-là renferment tout ce que nous avons dit. Le droit, enfin le respect de l'aîné, le respect du travail bien fait, ainsi de suite. Donc, lorsque vous commencez à enseigner tout ceci, les premiers contrôleurs de cette valeur-là, c'est d'abord à la maison.
papa doit pouvoir regarder son enfant pour voir si entre eux d'abord enfants, ils s'aiment, ils s'amusent bien. Il n'y a pas de rancune, de bagarre et de violence. Ça fait un. Est-ce que ces enfants-là respectent leur maman et leur papa? Donc le premier contrôleur, c'est à la maison. À l'école, le maître, qui, je suppose, est bien éduqué, est sérieux, est digne et intègre, il doit pouvoir veiller sur les enfants. Le maître n'est pas seulement celui qui dit A plus A égale B, 3 plus 3 égale 5. Non, le maître instruit, mais il doit éduquer. S'il n'est pas un enseignant éducateur, il y a encore à faire. C'est capital. Donc, le maître contrôle, même dans la cour de récréation. Moi, je me rappelle, on mettait des gens dans des coins pour dire, bon, toi, tu surveilles cette zone, toi, tu surveilles cette zone. De sorte qu'après les cours, après la classe, il y a encore le suivi du maître, même dans la cour de récréation. Et quand on sonne, chacun retrouve sa classe. Le secondaire aussi, il faudrait que l'administration ne soit pas seulement là pour dire, bon, il faut qu'il réussisse au bac, hein, il faut qu'il réussisse au BPC, hein, il faut que l'administration veille. S'il y a des élèves qui, entre eux, ça me rappelle le cas d'un groupe de 2 élèves, et pendant que le professeur, la dame a même fait une crise ce jour-là, parce qu'elle ne s'attendait pas à voir une situation pareille. Elle faisait son cours avec toute la passion qu'elle avait en elle en tant que professeur certifié d'histoire géo. Et pendant qu'elle faisait le cours, elle voyait une main, enfin, 2 élèves étaient comme ceci, mais l'autre avait constamment la main en bas. L'autre avait constamment le coup d'œil qu'il jetait. Elle s'est dit, par curiosité, allons voir ce qui se passe. Elle va là-bas, elle voit que les 2 étaient en train de suivre un film pornographique à la... Sur quoi? Sur le le téléphone? Sur le téléphone portable. D'abord, la première réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle a perdu son souffle. Elle ne s'imaginait pas que des élèves puissent faire ça en classe, en la présence de leur professeur. Donc, quand elle a signé à l'administration, bon, évidemment, les sanctions s'en sont suivies. C'est pour dire que le maître, le professeur, l'administration sont les arbitres qui doivent veiller à cela. Quitte à ce que dans la rue maintenant, contrairement à ce qui se passait autrefois, si mon enfant sort et que M. Daou le rencontre et qu'il fait un faux pas ou bien il injurie quelqu'un, il lui est loisible de le gifler, de le corriger. Et si jamais il vient à la maison en pleurant, mais il ne peut même pas. Parce que s'il vient en pleurant et qu'on sait qu'il a, comme on dit enfant, il a gâté notre nom, c'est-à-dire il nous a honnis, il nous a humiliés en faisant preuve d'une mauvaise éducation dehors. S'il le dit, mais on va le tabasser correctement. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Vous faites ça, on dit droit de l'homme, droit d'enfant, droit de ceci. Et puis il y a tellement de droits, de lois. Donc, mais il faut que dans la rue, les aînés puissent, sans trop d'inquiétude, faire des reproches. À défaut que ce soit les aînés, la police, la mairie, enfin les agents des collectivités, c'est des gens qui ont quand même des autorités. S'ils regardent faire et qui disent vraiment la vie là, non. Il faut pouvoir gérer cette société partout où on est. Parce que ce que je vous dis, je vous le jure, hein, si vous allez aux États-Unis, ce que moi j'ai vu dans le Kansas, je prie l'Éternel pour que ce développement n'arrive jamais chez nous. Si c'est ça le développement... Vous n'en voulez pas? Non, je n'en veux pas. Donc, les enfants conformes, un enfant peut se lever aujourd'hui, prendre une mitraillette, venir dans un établissement ici, bombarder tout le monde, et puis jeter l'arme, et puis dire, yeah, it is done. C'est fait. Mais c'est quelle société ça? C'est un autre monde. C'est complètement un autre Vraiment. monde. Monsieur Daou, voilà autant de valeurs. Vous en avez cité également quelques-unes. Mais où avons-nous raté le coche pour qu'il y ait des déviances concrètement dans cette société-ci? D'accord. Très bonne question. Merci. Mais avant d'aller sur cette question, je comprends que les droits de l'homme ont été indexés. Et vous en êtes un défenseur. Je me devais. En tant que membre de la revenir société rapidement civile, je le dessus. sais. Oui. Non, en réalité, je crois que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de déviance à un moment donné dans le fait de faire des services corporels à l'endroit des enfants, Ouais. que des mesures ont été prises. Je ne crois pas que ceux qui ont voté ces différentes lois-là étaient dans l'intention, au fait,
d'éviter que nos enfants soient éduqués, mais il faut qu'on ait le courage de reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de déviance dans le fait d'appliquer des services corporels aux enfants. Et c'est ça justement qui a amené à prendre les dispositions qui se devaient. Je comprends que nous, parents, ça nous est difficile parfois parce qu'on se rend compte qu'on peut être amené en prison ou être privé de notre liberté parce que nous aurons voulu mieux éduquer nos enfants. Et de l'autre côté, si l'enfant n'est pas bien éduqué et qu'il commet aussi des impairs dans la société, c'est nous, parents, qui allons répondre. Mais bon, malheureusement, c'est que certains ont tellement usé de ce droit-là que finalement, on nous l'a restreint. Donc, on va devoir l'utiliser comme cela se doit. Ben, maintenant, pour revenir au fait où nous avons raté le coach, bon, je ne sais pas. Je ne veux pas jeter le tort sur une génération au détriment d'une autre. Mais je reste convaincu que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont sûrement dû trouver que nos parents aussi, à un moment donné, ça n'allait pas. Et mieux aujourd'hui, nos parents trouvent qu'avec nous, notre génération, ça ne va pas. Et nous, nous remarquons qu'avec la génération qui nous suit, ça ne va pas. Et c'est Chinua Achebe qui a écrit cet ouvrage très intéressant, Le monde s'effondre. Things fall apart. À chaque génération qu'il vient, et avec la modernisation qui nous englobe, qui nous mondialise, voilà, la mondialisation, on se rend compte au fait que différentes cultures sont en train de faire de l'influence sur notre culture. Et ce faisant, au fait, notre La culture... nôtre est si faible, je ne vous coupe pas, la nôtre est si malléable. Est-ce qu'on va dire que la nôtre est malléable? Tout dépend au fait de ce que nous avons bien voulu faire de notre culture. Moi, je viens d'une culture et je m'efforce chaque jour que Dieu fait d'inculquer cette culture-là à mes enfants. Mais dans le même côté, tu as des voisins, tu as des amis, tu as des parents qui forcément veulent inculquer un autre type de culture autre que la leur à leurs enfants. Mais tu ne peux pas les forcer à inculquer forcément leur culture d'origine à leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, on subit les médias qui jouent un rôle très important dedans. Les médias hier étaient pas aussi accessibles qu'ils le sont aujourd'hui, puisque avant il fallait allumer la télé ne fonctionnait pas 24 heures sur 24, elle fonctionnait 8 heures, 6 heures sur 24, 12 heures sur 24. On n'avait que sensiblement ORTB dans le temps. Après, les chaînes privées sont venues. Et quand les chaînes privées sont venues, bon, la première chaîne privée a essayé de fonctionner un peu après là, qu'on n'avait pas fait 24 heures sur 24, ainsi de suite, les autres chaînes sont venues. Mais aujourd'hui, c'est que les médias nous sont tellement accessibles avec nos smartphones, de sorte au fait que même les messages qui sont véhiculés à travers ces médias-là ne peuvent plus forcément être contrôlés par les parents. Donc, forcément, notre culture subit une forte influence de la part de cultures étrangères. Et comme je le dis, je ne veux pas jeter la pierre ou la responsabilité sur une génération, mais je reste convaincu que de génération en génération, chaque génération dira que la génération qui la succède, ça va de mal en pire. Donc c'est ce que je peux dire. Monsieur Sogwa, pardon, ou avant de raconter le coach, c'est la question actuellement. Parce que quand on veut apprendre notre culture, on prend la substance, le substrat, le positif, pour pouvoir l'appliquer. Mais quand on prend, vous avez indexé, certainement indexé à la mondialisation, quand on prend tout de go, là, on s'efface au détriment de cette nouvelle ère. Vous avez dit, on prend. Je suis un peu plus nuancé, je dis, on devrait prendre. Voilà, je suis un peu plus nuancé. Tout à l'heure, quand je parlais dans mon intervention, je dis dans nos états hybrides. Mais nos états hybrides sont nés de ce que nous avons appelé le modernisme. La modernisation à outrance. Vous savez, si nous étions comme avant, si nous étions nous-mêmes, si nous étions vent debout avec tout ce que nous possédons comme valeur intrinsèque, culture, je pense que beaucoup de choses auraient pu être évitées. J'en veux pour preuve, et nos collègues, les collègues ici sur le plateau ont très bien narré beaucoup d'histoires. Par exemple au Kansas, où tous les enfants
tous les citoyens lambda a des armes, peut posséder des armes. Et progressivement au Bénin, nous constatons que l'éducation est en berne. L'éducation en berne. Le mot, il est fort. Hein. Ben, oui, il est fort. Ben, pour décrire une situation... Je veux être sûr que vous l'avez employé à dessein. Oui, l'éducation est en berne. Bon, ce n'est pas l'enseignant qui est ici qui vous dit le contraire. Il l'a remarqué tout au long de sa carrière. Pratiquement dans aucune école publique, les cours d'instruction civique ou les cours d'éducation civique et morale sont faits. Pratiquement. Ça n'existe plus. Il y a une autre forme, je pense. Hein. Dans les écoles ça n'a pas disparu, je crois. Oui, il y a l'éducation sociale. Oui, l'éducation sociale. C'est dans toutes les écoles, vous pensez? Ah, bon. Moi, je n'ai pas fait un sondage. Moi, je suis aussi enseignant d'éducation civique et morale. Voilà. Du coup, j'ai eu la latitude de constater que tout ce qui était comme rigueur, qu'on nous a enseigné quand nous étions encore à l'école, que nos enseignants nous ont appris quand nous étions à l'école, toute cette rigueur est en train de s'étioler, en train de s'effriter. Et au fur et à mesure, nous avons des enfants qui, lorsqu'ils sont libérés de l'école, lorsqu'ils ne sont plus à l'école, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Pas de suivi à la maison, ou le seul suivi qui est à la maison, c'est la nounou ou peut-être le répétiteur qui vient. Mais je vous pose la question. Bon, je nous pose la question. Vous êtes sûr que nous fabriquons de bons citoyens? Désolé, c'est vous qui devez me poser des questions. Donc, toutes ces valeurs que nous avons en temps sont en train de s'effriter, sont en train de s'effriter. Et ce qui pose aujourd'hui un problème d'identité. On ne sait même plus qui nous sommes. Nous sommes un peu comme la chauve-souris qui n'est ni mammifère, ni oiseau. Donc nous sommes là comme ça, nous sommes en train de patauger à la recherche d'un équilibre. Bon, pour l'instant, c'est un peu ça. Est-ce que ça n'arrive qu'à nous? Est-ce que ça n'arrive qu'à nous? Les autres également sociétés africaines? Oui, c'est pratiquement toutes les sociétés africaines. Hein. C'est pratiquement toutes les sociétés africaines. Bon, vous savez, le poids de la médiatisation des autres sociétés, des sociétés exogènes, est tellement forte, ce poids est tellement fort que nous, intérieurement et progressivement, nous subissons en fait. Voilà, ensuite. Bon, je vous donne un exemple simple. C'est un peu banal, hein? C'est un peu banal. Je vais dans un ministère où on dit stop à la corruption. Vous savez, l'image qui est sur stop à la corruption, c'est l'image d'un blanc. Je donne un exemple simple, hein? C'est l'image d'un blanc. Bon, j'ai été un peu surpris, j'ai dit, mais ça s'adresse quand même à des noirs. Hein? Mais pourquoi c'est l'image d'un blanc? En fait, on a véhiculé une autre image. On a tellement surexposé cette image que nous sommes en train de nous conformer. Si on ne fait pas ça, c'est que ce n'est pas bien. S'ils le font, c'est que c'est bien. Nous aussi, on devrait le faire. Et c'est ce qui donne un peu cette abatardisation, comme le disait Amadou Kourouma, de nos sociétés. D'accord. Monsieur Sagofano. Oui, mais vous voyez, je vais encore réitérer mes remerciements pour ce que vous faites. Vous avez suscité des choses chez des gens qui s'y connaissent et ça doit... Je suis sûr que devant les écrans de télévision, par rapport à cette émission, des gens seraient en train de dire... Vraiment. Les gens seraient en train de méditer. C'est sérieux. Quand vous parlez de où est-ce que nous avons raté le coach, mais je vous dirais, on l'a raté d'abord dans la famille. On l'a raté d'abord dans la famille, où les gens estiment que papa, il est trop rigoureux. Maman dit à son enfant, ah bon, finir. Ouais. Dès qu'il y a cette hypocrisie-là, où la femme, même si elle n'est pas d'accord avec papa, elle devrait, avec papa, dire la même chose à l'enfant, quitte à voir papa après pour dire, papa, il faut mettre de l'eau dans ton vin, s'il te plaît. Et là, il y aura une seule voix pour éduquer l'enfant et non deux voix discordantes. Le déraillement a commencé là déjà. Ça fait un. Deuxièmement, lorsqu'on pense que le monde a suffisamment évolué et que du temps de nos parents, on faisait ci et ça, et que maintenant on ne doit pas faire ça, on est en train de mettre une boîte de lait concentré sucré dans un seau d'eau. Ça n'aura aucun goût. C'est dilué totalement. Mais il faut conserver la concentration là
Tout à l'heure, vous avez fait appel à un cas très, très remarquable. C'est-à-dire, l'exagération dans la punition, dans la rigueur, a fait qu'on a pris des lois restrictives de la liberté des parents. C'est vrai. Il faut réorienter cette rigueur-là. Il faut voir, parce que c'est rare qu'un parent, s'il est vraiment normal et qu'il a ses 2 pieds et qu'il n'est pas un extraterrestre, c'est rare qu'il ait choisi de tuer son propre enfant en le matraquant. Non, parfois on prend le bâton pour faire peur, on tape et on tape mal. Et ça tombe sur un endroit qui peut être suicidaire pour l'enfant. On doit réglementer ça, mais dire par exemple, plus jamais de châtiment corporel, 3 points de suspension. Je ne vais pas venir sur ce débat. Mais dans une famille où il n'y a pas de rigueur, vous allez constater dans les écoles, pour les 31 années que moi j'ai passées en tant qu'enseignant, en tant que directeur, c'est toujours facile de voir les enfants qui viennent d'un ménage où il y a la rigueur, où il y a le suivi. Vous voyez ces enfants quand ils arrivent, bonjour monsieur, bonjour directeur, bonjour monsieur le professeur. Et puis avec leur sac au dos, ils vont droit à leur place dans la classe. Vous voyez d'autres, ils sont là en train de flâner, de flagorner, ils ne savent même pas où se trouve leur classe. Et quand ils voient tout le monde aller vers la classe, ils vont là-bas. Et quand ils vous voient, bonjour monsieur, si vous avez la chance qu'ils vous saluent. Sinon c'est bonjour monsieur. Ou bien ils passent, ils vous regardent. Vous dites, mais toi, viens ici. Monsieur, il y a quoi? Monsieur, c'est quoi? Vous voyez, ça là c'est différent. L'autre n'aura jamais, parce que depuis la maison, on lui a inculqué de la rigueur.